Un café pour la route, le podcast proposé par Jacques Vabre à l'occasion de la Transat Jacques Vabre Normandie-Le Havre. Le podcast dans lequel je vous propose de partager un café avec celles et ceux qui ont fait et qui vont faire la course. Avec des hommes et des femmes passionnants, vous allez l'entendre. Ce café sera l'occasion d'un moment d'échange autour de la responsabilité, de la performance, de l'exigence et évidemment du partage. Bienvenue à bord. C'est une histoire de complicité dont on va parler dans ce 3e épisode, l'histoire d'un duo pas comme les autres engagé sur cette Transat Jacques Vabre, deux sœurs jumelles qui vont relever ensemble un nouveau défi sportif cet hiver, celui de traverser l'Atlantique en direction de la Martinique sur leur classe 40. Et ce sera l'aboutissement d'une année folle et inattendue pour elles, rendue possible grâce à l'opération Cap pour elles. Je suis ravi de partager ce café avec Jeanne et Julia Courtois. Bonjour à toutes les deux. Salut. Un salut commun et collégial évidemment. Alors généralement j'ai l'habitude de présenter séparément les deux skippers qui m'accompagnent, mais cette fois évidemment vos histoires sont très liées. Vous avez 29 ans, vous êtes brestoise, vous êtes depuis toujours passionnée de voile et plus généralement de nature et d'aventure, vous nous raconterez tout ça en détail. Et vous avez choisi, il y a quelques mois, de présenter une candidature commune, évidemment, lors du lancement de l'opération Cap pour elle, organisée pour permettre à une femme de participer à sa première course transatlantique. Et Cap pour elle, au singulier à l'origine, est devenu Cap pour elle avec un S, puisque c'est votre projet à toutes les deux qui a été retenu. Et maintenant, le grand départ approche pour vous. On va évoquer tous ces sujets, vos parcours, les derniers mois que vous venez de passer et surtout tout ce qui vous attend dans les semaines à venir. Je vous propose qu'on s'installe. Je vous sers un café ? Allez, pour la route. Alors Jeanne, Julia, on va apprendre à vous connaître toutes les deux comme navigatrices cet hiver sur la Transat Jacques Vabre, mais ça n'est pas votre activité professionnelle principale. Est-ce que vous pouvez d'abord nous en dire un peu plus sur vos quotidiens respectifs en marge du tourbillon que vous vivez là depuis quelques semaines et quelques mois ? Et ouais, bien sûr. Donc moi c'est Jeanne et je suis ingénieure dans le domaine de la défense. Donc mon quotidien c'est assez simple. En fait, je travaille sur le site de l'île Longue, donc à Crozon, et je prends le bateau à peu près tous les matins pour une demi-heure, à peu près à 7h jusqu'à 17h. Donc ça occupe déjà bien mes journées. Et en plus de ça, il faut rajouter toute la préparation de la transat. Donc c'est vrai que c'est assez dense. C'est plutôt bateau boulot dodo que métro boulot dodo pour toi ? Exact, mais ça me va plutôt bien. Et Julia, toi ? Et moi c'est un peu différent. Je suis pharmacien et mon emploi du temps il est assez cool. Je travaille 3 jours et demi ou 3 jours par semaine et ça me laisse pas mal de temps pour faire autre chose. Donc du coup en temps normal déjà on fait du triathlon. C'est assez chronophage mais les jours où je travaille je m'entraîne tôt le matin vers 6h. Parfois avec Jeanne d'ailleurs, et sinon les jours où je travaille pas, ça me laisse le loisir de m'entraîner mais de faire plein de trucs comme plein d'autres sports, de l'escalade, de la wing, du kite et d'autres choses. Mais là en ce moment du coup c'est un peu ralenti et je me consacre plutôt pleinement à la préparation de la transat. Oui, beaucoup de sport dans vos quotidiens, et le sport en l'occurrence ces mois-ci c'est plutôt préparation physique j'imagine pour la transat, et aussi quand vous le pourrez dans les semaines qui viennent de la navigation. Oui, carrément. En fait, depuis qu'on a su que notre candidature était retenue pour le projet Cap pour elle, on a commencé vraiment à axer notre préparation physique sur la musculation, même si on continue le vélo et la course à pied pour garder du foncier. Mais c'est vrai qu'on voit nos corps qui changent et c'est marrant de voir à quel point le physique s'adapte vite. Moi, j'ai pas mieux. C'est sûr qu'on a un peu modifié les routines. Moi, j'ai fait pas mal de gestion de projet et du coup, beaucoup moins de temps pour le sport, mais j'essaie quand même de garder des petites soupapes et voilà. Oui, parce qu'un projet Transat Jacques Vabre, c'est pas seulement du bateau, c'est aussi beaucoup de relations, de relationnel, de démarchage, etc. Vous l'avez expérimenté ces derniers mois, vous aurez l'occasion de nous en parler. Ce sera votre première très grande course au large, mais vous avez quand même toutes les deux des premières expériences de navigation. Ouais, c'est vrai. Depuis qu'on est petite, on navigue. Donc, on a commencé en rade de Brest par l'Optimiste, un peu comme tout le monde, en stage d'été. Et on a très vite accroché. Moi, j'ai commencé la compétition, je devais avoir 8 ans. Et tout s'est enchaîné, donc de l'Optimiste, du 420, du 470 au Pôle France à Brest. Et ensuite, des projets en inshore, du Tour de France à la voile en Diam 24 et un peu de match racing. Ouais, moi j'ai un peu arrêté plus tôt à cause de mes études. Enfin, non, pas grâce, plutôt à cause. Je cherchais là. Ouais, à cause de mes études et j'ai arrêté après le 420. Après, j'ai un peu encadré et navigué sur les projets de mes sœurs à l'occasion.
Et là, vous sentiez que, après avoir été un peu éloigné de cette voile de compétition par les études et par vos carrières professionnelles, vous sentiez que vous aviez envie, voire besoin d'y revenir ? Et je pense que c'est une vraie passion et que quand on en a eu l'opportunité, on a sauté dessus parce que c'était un peu immanquable. Ouais, c'est exactement ça. En fait, c'est pas tant qu'on... Enfin, moi, je voyais pas ça du tout possible ni envisageable. Et pour autant, c'est vraiment trop bien. Et c'est sûr que vu comme ça, ouais, on s'est épanoui dans d'autres sports. Et là, c'était vraiment l'occasion à pas louper et une chance exceptionnelle. On va revenir très en détail sur tout ce qui s'est passé pour vous depuis le mois de mars et cette opération Cap pour elle. On a beaucoup parlé de voile, mais on a compris que vous étiez très sportive au-delà de la navigation. Entre-temps, vous avez fait pas mal d'autres expériences sportives, du trail, du triathlon, tu l'as dit Julia. Est-ce que vous pouvez nous rappeler votre palmarès en dehors du bateau ? Et en fait, on a commencé le triathlon en 2017 et on a fait pas mal de longues distances. Moi, j'ai gagné l'Ironman de Lanzarote donc dans ma catégorie et ça m'a permis d'aller au championnat du monde d'Ironman à Hawaï en 2018. Quand même. Et du coup, ça, c'était pas mal et on a bouclé, je pense, à peu près 7 ou quelque chose comme ça, Ironman à nous deux. En tout cas, tout ce qui est un peu extrême et un peu aventure, expérience sportive très intense, c'est fait pour vous, quoi. C'est clair que je pense que les sports d'endurance, ça nous plaît et ça va bien avec notre tempérament de savoir nous gérer. Et je pense que ça rajoute vraiment une facette intéressante qui est la gestion et surtout le mental pour tenir sur la durée. Et le côté défi à relever, challenge, c'est aussi quelque chose qui vous pousse tout le temps. Alors, je sais pas si Jeanne, c'est ça qui l'intéresse, parce qu'elle aime bien vraiment la performance. Moi, en tous les cas, les défis, c'est ce qui m'anime et vraiment, ça me plaît. Ouais, je pense que c'est le truc qui nous sépare le plus, c'est que moi, je suis vraiment animée par la compétition et par la performance, alors que Julia, plutôt par l'aventure et les défis. En fait, c'est pas pour autant que j'aime bien être nulle, hein, c'est pas du tout ça. C'est qu'en fait, j'aime bien avoir... je m'en fiche d'être le meilleur, mais quand même, je veux pas être à la traîne. On va détailler justement tout ce qui s'est passé depuis le mois de mars autour de cette opération Cap pour elle qui a été lancée. Donc c'était un appel à candidature qui était destiné à la base à une femme navigatrice seule pour lui permettre de participer à sa première transatlantique. Mais vous, évidemment, ça vous semblait normal et logique et évident donc de candidater à deux dans votre cas. Il n'était pas question que l'une des deux candidate seule. En fait, c'est plutôt marrant comme réflexion parce que il s'est passé exactement la même chose dans le triathlon. En fait, quand on a commencé le triathlon, il y avait un appel à candidature pour devenir ambassadrice pour une marque de vélo. Et du coup, ils cherchaient forcément une ambassadrice et on avait candidaté à deux. Et du coup, c'est pareil, ça avait fonctionné. Du coup, là, ouais, c'était un peu pas forcément le même schéma. Après, on était toutes les deux dans une équipe de triathlon longue distance qu'ils appellent Argon 18. Où on est toujours dans l'équipe d'ailleurs. Et en fait, là, ouais, moi, je me voyais pas du tout faire tenter l'aventure avec quelqu'un d'autre. Et c'est plutôt Julia qui m'a motivée à me lancer dans l'aventure. Donc, je vais pas dire que je l'envisageais avec quelqu'un d'autre parce que il faut déjà quelqu'un en qui j'ai confiance et je lui fais pleinement confiance et c'est ça qui est fort. Et alors, comment vous avez appris que cette opération se montait et comment vous avez réagi quand vous l'avez appris ? Eh ça, c'est vraiment un gros hasard. Notre mère, elle est vice-présidente de la Fédération française de voile, en charge de la mixité, et du coup, elle portait, enfin, en tous les cas, elle a participé à l'élaboration du projet Cap pour elle. Franchement, elle nous en avait vaguement parlé il y a 1 an. Enfin, moi, je m'en souviens un peu et je m'étais dit... Elle nous avait juste dit qu'ils allaient monter quelque chose de ce genre, mais alors, j'avais même pas retenu la course et tout ça. Loin de moi l'idée de lancer un truc, de nous lancer dans un défi comme ça. Et Jeanne, tu peux peut-être raconter. Et en fait, on était à un dîner et elle nous a dit aujourd'hui, il y a une campagne qui se lance, un appel à projet pour trouver une fille dont c'est la première participation à une transat. Et l'idée, c'est de la former et de l'accompagner pour qu'elle soit opérationnelle pour cette première transat. Faut pas du tout avoir un background de professionnel. Et est-ce que vous connaîtriez quelqu'un ? Parce que c'est quand même une opportunité unique. Et là, Julia, elle m'a regardée, elle a dit « Bon,
c'est pour nous, non? Et en fait, non, c'est qu'elle a tourné le truc en mode, oui, il faut ça peut être licencié dans d'autres sports, qui ait une solide expérience en voile, mais pas forcément au large. Et en fait, là, je l'ai regardée et je lui dis, mais en fait, tu parles vraiment de nous? Et elle dit, non, pourquoi? En fait, elle a super peur de ça. Et du coup, je pense pas qu'elle souhaitait qu'on candidate, mais voilà. C'est comme ça que ça nous a donné l'idée. Et elle a très très peur. Je pense que les 15 derniers jours où on était en mer, elle a pas très très bien dormi. Et heureusement que Yann Château de la direction de course avait un bon œil sur nous. Et alors, quand vous avez appris que vous étiez d'abord finaliste parmi les 3 finalistes et ensuite lauréate du prix, comment vous avez réagi? Est-ce que quand vous avez candidaté, vous attendiez réellement, vous envisagiez éventuellement de vous retrouver dans cette position de lauréate au final? Alors déjà, quand on a eu l'idée, il fallait savoir si c'était réalisable. Enfin, je veux dire, on avait l'idée, notre mère avait lancé l'idée, mais alors déjà, on savait pas du tout si c'était possible, déjà en termes de timing, parce que on n'avait pas du tout réfléchi au montage du projet. Enfin, je veux dire, on savait pas du tout comment s'y prendre. Oui, parce que mars, donc mars, c'est le lancement de l'appel à projet pour une participation en novembre. C'est un timing qui est quand même c'est très très short, très restreint pour monter un projet voilà, entier. Et alors, comment dire qu'on avait vraiment aucune idée de la manière dont il fallait procéder. Et du coup, là, on peut quand même en profiter pour faire des petits remerciements à Cédric Château qui a encouragé le projet dès le début parce que c'est la première personne qu'on a appelée avec Nico qui fait nos vidéos. Cédric Château qui participera lui aussi à la Transat Jacques Vabre. Exact. Et en fait, ça a été des personnes décisives parce que on a appelé 2 ou 3 copains qui sont dans le milieu. Et en fait, s'ils nous avaient dit que c'était pas possible, clairement, on se serait pas lancé. Parce qu'en fait, on voyait même pas si c'était envisageable. On a appelé aussi le soir même notre grande sœur qui nous a dit que c'était chaud mais possible. Et Cédric, il nous a surmotivés, il nous a donné la marche à suivre pour commencer à monter le projet, créer une société du coup. Et donc du coup, sans ces personnes, le projet aurait jamais vu le jour. Mais honnêtement, on aurait connu la liste exhaustive de ce qu'il y avait à faire avant le départ. Peut-être que on aurait trouvé que c'était pas possible. Mais bon, heureusement, on le découvre qu'au fur et à mesure. Et c'est ça qui est hyper intéressant. Et alors, en quoi ça change la donne de bénéficier de ce type de programme pour monter un projet Transat Jacques Vabre? Concrètement, qu'est-ce que ça vous a apporté? Qu'est-ce que ça va encore vous apporter? Alors déjà, ça nous a donné le premier élan à notre projet. Et c'est vrai que d'être soutenu par l'organisation de la Transat Jacques Vabre, c'est un vrai plus. Je pense que ça donne déjà de la crédibilité à notre projet. Et ça, c'est vraiment décisif dans le lancement du projet. Nous, ça nous a donné de la confiance de se dire qu'on pouvait le faire. Et je pense que c'est vraiment ça. Après, on a pu bénéficier des conseils d'Anne Combier quand il s'agissait de faire des montages avec d'autres partenaires et bien sûr des conseils de Clarisse et d'Alexia. Je pense qu'elles ont vraiment de l'expérience dans la gestion de projets nautiques. Et je pense que de savoir qu'elles sont derrière nous, c'est super. Ouais, c'est déjà ça. Enfin, faut voir que déjà ça a servi à lancer l'idée, quoi. Donc en fait, sans ça, il y aurait même pas eu l'idée et c'est sûr que le projet aurait pas vu le jour. Est-ce que malgré tout, l'idée de faire un jour une Transat Jacques Vabre aurait probablement mûri chez vous? Peut-être pas pour 2021, mais est-ce que c'est quelque chose que vous envisagiez à plus long terme? Et peut-être dans nos rêves les plus fous, mais moi je voyais ça tellement impossible que je me projetais pas du tout là-dedans et faire tu vois, autant une Transquadra ou des courses beaucoup plus amateurs, peut-être que c'était dans mes idées. Mais en fait, la Transat Jacques Vabre, ça me paraissait tellement fou que j'osais même pas y penser. Et malgré tout, ça restait un rêve. Est-ce que est-ce que vous arrivez à imaginer ce que vous seriez en train de faire s'il n'y avait pas eu Cap pour elle et tout ça en ce moment? Et moi j'aurais fait un ultra J'en étais sûr. Il y a le 21, donc du coup il y a une semaine. Donc là je serais sûrement un peu en PLS et je ne pourrais plus marcher. Et probablement pas mal de sport aussi. J'ai quelques inscriptions d'Ironman à rattraper, donc ce sera pour plus tard. Et vous seriez probablement en train d'écouter le podcast plutôt qu'en train d'y participer. Exactement, et on suivrait avec envie sûrement Cédric et Jérémy, dont on est quand même assez proches. Est-ce qu'on peut, dans le détail maintenant, raconter tout ce qui s'est passé pour vous depuis l'annonce de votre victoire au programme Cap pour elle? Je crois que c'était le 7 mai. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Quelles sont les étapes à franchir? La recherche de partenaires, de bateaux, la qualification. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous depuis le 7 mai?
on a dû poursuivre la recherche de partenaires. Donc, le programme Cap pour elle est soutenu par l'entreprise Saint-James, auquel s'est rajouté la biscuiterie de l'Abbaye qui nous soutient depuis le mois de juillet et on est ravis de les intégrer dans l'aventure. Donc 2 sponsors normands pour les 2 Brestoises que vous êtes. Ouais, exact. On a quelques attaches en Normandie, mais du coup, je pense que c'est un vrai plus pour ces entreprises normandes que d'avoir une visibilité avec une course au départ du Havre. Et nous, nous fait d'autant plus plaisir qu'on est licencié au club de Saint-Aubin-les-Elbeuf en Normandie. Donc, notre projet est quand même assez attaché au territoire normand. En complément de ça, il y a quelques entreprises brestoises qui nous aident et on est encore à la recherche de partenaires pour finaliser le budget. Ensuite, il y a la recherche du bateau. Alors ça, c'était un gros dossier parce que la classe 40 est en pleine ébullition en ce moment. Il n'y avait pas beaucoup de bateaux disponibles et il fallait les financements pour pouvoir se positionner sur le bateau, donc tout devait avancer de concert. C'était assez compliqué. On a eu plusieurs plans, des plans qui n'ont pas marché, même les plans d'acheter un bateau aux États-Unis. Et finalement, grâce à Tiffen de la Ligue de vol de Normandie, elle nous a présenté à François Angoulevent, qui a le bateau propriétaire de Addictif, le bateau numéro 139. Et notre choix s'est porté là-dessus, déjà parce que le courant est très bien passé avec François. Et ça semble être un bon bateau des avis qu'on a eus. Et je crois qu'il va être effectivement parfait pour nous. Oui, ça y est, vous le maîtrisez. Ça y est, c'est devenu, avec votre longue navigation de cet été, pour assurer la qualification, qui est l'étape suivante, c'est devenu un peu votre bateau, ça y est. Et en fait, c'est excellent parce que quand je suis arrivée il y a 15 jours sur le bateau, donc j'étais jamais montée dessus avant de passer 15 jours en mer sur le bateau. Et ça paraît un peu comme n'importe quel bateau quand tu montes dessus. Et finalement, au bout de 15 jours... en fait, tu noues une vraie relation et ça devient ta maison, quoi. Donc, c'est excellent de voir à quel point t'apprends vite et tu maîtrises un peu les ficelles. Ouais, moi, depuis le mois de mai, j'avais un peu plus navigué que Jeanne. J'avais navigué aussi sur d'autres classes 40. Et en fait, déjà, j'ai été naviguer avant les 15 jours 2 semaines avec Nils Boyer, qui était le skipper actuel du bateau. Et en fait, le bateau, il m'a tout de suite plu. Alors du coup, c'est une question un peu de feeling. Et effectivement, il nous convient bien. On a encore des petits ajustements à faire parce que forcément, c'était un peu un bateau où il y a eu que des garçons qui ont navigué dessus et il n'y a pas trop de système adapté. Pour déjà notre taille peut-être, ou notre gabarit, il va un peu falloir qu'on mette des palans partout. Mais bon. Il s'appelle Addictif, le bateau, il est addictif ? Il est addictif. Ça lui va bien. Et en plus de ça, vous avez aussi des marraines de renom qui participent au programme Cap pour elle, on en a parlé rapidement tout à l'heure, notamment Clarisse Kremer et Alexia Barrier, qui étaient sur le dernier Vendée Globe. Au-delà d'être vos marraines, elles sont aussi des sources d'inspiration pour vous, peut-être à plusieurs points de vue d'ailleurs. Carrément, Clarisse, je pense qu'elle a révolutionné la communication dans le monde de la voile et ça, déjà depuis une longue période, ça m'impressionne et ça continue de m'impressionner dans la durée. Parce qu'elle a fait le buzz avec son projet Mini, mais je pense qu'elle continue d'avoir une communication, même si elle a évolué, qui impacte beaucoup le monde de la voile, et ça, c'est super, et c'est un vrai renouveau. Et Alexia, pour sa capacité à tout le temps se renouveler dans ses projets, et à avoir toujours des projets partants, et ça, c'est top. Et je pense que Alexia, elle a montré que tout était tout le temps possible, et c'est ce qu'elle nous a dit, même si vous pensez que votre projet n'est pas partant, mais croyez-y parce qu'il va toujours se passer quelque chose qui fera que ça va marcher. Et sur la communication, on sent aussi qu'il y a une inspiration de votre côté, en tout cas de beaucoup de vidéos, beaucoup de choses très modernes dans votre communication à vous, qui rappellent pour peut-être ce que faisait Clarisse sur le Vendée Globe ou avant. Et je sais pas si on a le même ton parce qu'elle a un ton vraiment unique et chacun doit faire avec sa personnalité au final. Bien sûr. Mais c'est sûr qu'on est vraiment aidé par Nico et sans lui, on pourrait pas fournir tout ce contenu vidéo. Et c'est pour ça, c'est vraiment grâce à lui qu'on a beaucoup de vidéos. On a vraiment à cœur de partager l'aventure. C'est aussi pour ça qu'on essaie de filmer au maximum.
Et voilà, on veut rendre tout ça accessible. Et ce sera le cas, évidemment, aussi pendant la course. On pourra continuer à suivre vos aventures entre le Havre et la Martinique. Ouais, pendant la qualif, on s'est rendu compte qu'on n'arrivait pas trop à filmer les moments où c'était un peu catastrophique. Et du coup, on va essayer de changer ça et de filmer un peu plus nos galères. Ouais, on a vraiment essayé pourtant. Des fois, on y a pensé et c'était un peu trop chaud. Mais on va faire des efforts là-dessus. Bon, après, on les a quand même racontés. Hein. On n'a rien caché. Et alors, on parlait de Clarisse Kremer à l'instant. Justement, elle a une question à vous poser. Frères et sœurs, c'est quelque chose qui arrive parfois en double, en course au large. Mais alors, jumelles, j'ai pas beaucoup d'exemples en tête. Et je me demandais si vous aviez déjà identifié, là, pendant votre qualif et vos longs entraînements, les forces et les faiblesses de chacune. Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles il y en a une qui est plus à l'aise? Et si vous aviez réussi à vous répartir les tâches, ou alors si vraiment vous aviez l'impression d'être vos égales sur le bateau. Peut-être que Jade, tu vas pouvoir répondre, mais ce qui est super surprenant, enfin, en tous les cas, moi, ce qui m'a marqué, c'est qu'on croyait se connaître vraiment par cœur et qu'au final, moi, j'ai eu quelques surprises et je sais pas toi si... Des Jade, bonnes ou des mauvaises? Bah, non, pas ni bonnes ni mauvaises, des révélations un peu. Pas vraiment, non, bah, plutôt bonnes d'ailleurs, mais... Enfin, non, vraiment... T'as découvert des nouvelles facettes de Ouais. ta sœur avec qui tu passes déjà beaucoup de temps, depuis beaucoup de temps. Exactement, et Jeanne, je sais pas trop si t'as eu cette impression. Et pas tellement, mais je pense que en vivant 15 jours non-stop et plutôt des moments soit très euphoriques ou des fois un peu plus durs, ça permet de se connaître avec une fatigue aussi extrême. Et je pense que c'est vrai que ça dévoile peut-être même à nous-mêmes des facettes de notre personnalité qu'on ignorait. Et c'était hyper intéressant. Après, sur le bateau, en termes de tâches, c'est marrant parce que pour moi, on reprend un peu les rôles qu'on avait en 420 quand on naviguait ensemble. Ça veut dire que naturellement, c'est plutôt moi qui vais barrer pour les manœuvres et Julia qui va manœuvrer. Ça, c'est la posture naturelle. Et après, bien sûr, on essaie d'être le plus polyvalente possible et de changer ça. Et après, en termes de décision, je pense qu'on essaye de partager au mieux et d'être en phase sur ce qu'on va faire. Ouais, le truc, c'est que ça s'est un peu fait comme ça, parce que Jeanne, t'avais jamais navigué sur le bateau, et du coup, pour gérer toutes les voiles d'avant et tout ça, c'était un peu, peut-être, pas galère, mais qu'il fallait un peu voir comment ça se faisait. Au fur et à mesure des 15 jours, on est devenu plus polyvalente, je pense. Et aussi que c'était pas possible parce que quand ça mouillait, sinon j'étais la seule complètement trempée. Et du coup, ça c'était un peu chaud à partager. vivre. Donc, ce qui ressort, c'est plutôt de la complémentarité. Est-ce que c'est aussi ce qui vous représente dans la vie? Est-ce que vous êtes plutôt des jumelles complémentaires que des jumelles parfaitement fusionnelles? Et oui, je pense parce que on n'a pas des personnalités identiques et ce qu'on essaye, c'est de se compléter au mieux. Je pense que ça marche pas trop mal et Julia, elle est beaucoup plus dans l'émotion et moi, un peu plus, on va dire, dans les choses rationnelles. Ça vient aussi de nos métiers. Et je pense que du coup, ça se complète plutôt bien. Ouais, alors je sais pas si ça vient de nos métiers ou si c'est ça qui a fait choisir nos métiers. C'est une bonne question, mais c'est sûr que ça se retrouve aussi dans nos métiers. Jeanne, elle est super, vraiment beaucoup de recul sur les choses et moi, j'essaie de pas trop en avoir. Enfin, si, des fois, il faut, hein, mais Plus en spontané tous les cas, ouais. dans la gestion des relations humaines, j'essaie d'être vraiment le plus spontané possible et de calculer le moins de choses possible. Et Jeanne, c'est pas trop le cas. Et du coup, c'est trop bien d'avoir son expertise parfois. Et la complicité très forte que vous avez, naturelle et évidente que vous avez, c'est un gros avantage selon vous dans le cadre d'une course en double qui va durer grosso modo 3 semaines? Ça peut l'être. Ça peut être un inconvénient, vous avez le droit de répondre à un inconvénient. En fait, c'est que je pense qu'en global, ça l'est, mais qu'il faut pas qu'on se permette de faire des choses qu'on ferait pas avec d'autres gens. Et moi, je l'ai vraiment vu là pendant la qualif, et il faut vraiment que je rectifie le tir parce que des fois, c'est facile un peu de me décharger de mon trop plein d'émotions sur Julia et bon, en toute honnêteté, il va pas falloir faire ça, quoi. Au global, sur tout ça, là, sur les derniers mois qui viennent de passer, vous avez l'impression d'avoir appris à vitesse grand V sur plein de choses, sur la navigation, sur la gestion de projet, les deux aspects très importants du métier de skipper? En fait, c'est marrant parce que on peut avoir l'impression... Enfin, moi, avant, j'avais l'impression que je connaissais un peu le milieu et que je maîtrisais tous ces aspects. Enfin, ou au moins que j'avais un bon vernis sur tous les aspects. Et c'est comme tout,
quand on se met dans le bain, on se rend compte qu'en fait, on ne connaît rien. Et c'est sûr qu'on en apprend tous les jours et je pense qu'on en apprendra jusqu'à l'arrivée. Et ça, c'est ce qui m'intéresse aussi vraiment beaucoup dans le projet. Et ouais, moi, c'est un peu, peut-être, je sais pas si c'est, non, c'est pas vraiment l'inverse. Mais moi, j'avais l'impression vraiment de rien connaître. Et du coup, d'avoir vraiment appris plein de trucs et j'espère continuer. C'est sûr que je vais continuer à apprendre parce qu'on a encore beaucoup de choses à apprendre. Alors, on n'est pas du tout là pour parler de la suite, mais là, j'ai une question qui me vient à l'idée. Est-ce que vous imaginez déjà un peu ce qui pourrait se passer après la Transat Jacques Vabre ? Est-ce que vous avez envie de vous projeter vers une vraie carrière de skipper un peu plus professionnelle et un peu plus durable ? L'une ou l'autre, ou l'une et l'autre, bah, ça, c'est marrant. Moi, pour l'instant, je me projette pas du tout. Julia, un peu plus. Et ben moi, c'était avant le projet Cap pour elle. Là, c'était pas du tout dans mes ambitions, mais alors pas du tout. Et en fait, en discutant avec nos partenaires, il semble qu'il y ait peut-être quelque chose qui se profile. Pour autant, pour l'instant, je pense que ça va être compliqué. Enfin, je sais pas du tout comment ça peut s'organiser et si c'est possible. Et justement, ça va être le travail des semaines à venir, enfin même dans un avenir très proche, de regarder ce qui est possible d'envisager. Bon, ça a suscité en tout cas un vrai intérêt et une vraie curiosité pour la suite. Ouais, exact. Enfin, moi, je suis curieuse de voir où ça peut nous emmener. Et je veux pas... Enfin, en fait, c'est tellement des opportunités uniques que s'il y a possibilité, j'aimerais bien les saisir sans pour autant se mettre de la pression. Et voilà. Un autre aspect qui compte beaucoup pour vous, je pense qu'il y aura quasiment 90 équipages sur la Transat Jacques Vabre et il y en aura seulement 3 qui seront 100% féminins. C'était un axe fort aussi de votre candidature d'ailleurs à Cap pour elle et aussi de votre intention de participer à la Transat Jacques Vabre. Bah, c'est vrai que pour cette Transat Jacques Vabre, on soutient et on est soutenu par l'association 50-50 qui défend la mixité, donc dans le sport et dans la vie en général. Et elle aide aussi à la reconstruction des femmes victimes de violences par le sport. Donc ça, c'est un axe qui nous tient à cœur. Sans être féministe, je pense que tout le monde a à y gagner de par la mixité pour développer des compétences différentes. Et je pense que ça va vraiment vers le positif. Et du coup, on est ravis d'apporter un peu plus de féminité dans le monde de la course au large qui est quand même assez masculin. Ouais, c'était un peu, enfin pas un hasard, mais dans tous les sports qu'on a fait, on a fait des sports plutôt à majorité masculine, mais après ça un peu de manière fortuite. Et c'est plutôt cool de voir toutes les initiatives qui partent un peu dans tous les sens en ce moment. Et c'est vraiment bien, on est contente de soutenir ça. Et de faire partie des femmes au départ de la course, c'est top. D'un point de vue sportif, comment vous imaginez cette course ? Est-ce que vous vous êtes fixé un objectif de compétitrice ? Alors c'est peut-être plutôt Jeanne du coup ? Je sais pas. Et en résultat, franchement, je sais pas du tout nous situer. Il y aura beaucoup de bateaux neufs. Après, ce qu'on veut, c'est surtout le faire de manière propre et de le faire à notre meilleur, on va dire, potentiel. Sans faire des étincelles, faire une course très propre et être contente de nous, je pense que c'est notre principal objectif. Ouais, je pense que c'est effectivement ça, d'arriver à le bateau bien préparé au départ, qu'il n'y ait pas de déboires techniques. Enfin, déjà, ça serait vraiment bien qu'on fasse pas de gros vracs sur la course et que ça ressemble à quelque chose, ça serait vraiment bien et c'est vraiment l'objectif en soi. Et justement, d'un point de vue de l'expérience personnelle et du plaisir, traverser l'Atlantique, rallier la Martinique, entre sœurs, c'est aussi ce souvenir unique que vous allez chercher. Je pense que c'est clair qu'on aura peut-être du coup d'autres opportunités, mais qu'elles se seraient jamais présentées à nous si on n'avait pas saisi le projet Cap pour elle. Et en ce sens, c'est unique et je pense que on n'est pas beaucoup à avoir la chance, ou enfin, c'est pas vraiment une chance, mais d'avoir eu des opportunités qui fassent qu'on puisse être au départ d'une grande course au large et on est quand même chanceuse. Ouais, c'est ça. C'est un mélange de chance, mais c'est pas que de la chance. Et en fait, c'est ça qui est trop bien. Enfin, moi, je sais pas comment on peut dire, énormément reconnaissante de cette chance au final. Après, on a beaucoup travaillé quand même pour la saisir, mais c'est vraiment, vraiment exceptionnel et on va profiter à fond de ça.
Bien évidemment, on va suivre très attentivement votre course, votre route du café à partir du 7 novembre. Et Clarisse Kremer, qui vous a posé une question tout à l'heure, avait aussi un message d'encouragement à vous faire passer. Je suis à fond derrière vous pour cette Jacques Vabre. Je suis déjà hyper impressionnée par la rapidité avec laquelle vous avez réussi à tout mettre en place, par la quantité de navigation que vous avez réussi à faire. Je pense que vous avez réussi à mettre les bonnes priorités sur le dessus de la pile. Et donc pour ça, je vous dis déjà bravo et un grand merde pour cette belle transat. Excellent, merci. Jeanne, Julia, je suis très content d'avoir pu partager ce moment avec vous. Avant de vous laisser, j'avais une dernière question à vous poser. Est-ce que pour vous, un café, c'est conseillé pour la route? Est-ce que les sœurs Courtois emmèneront du café à bord de ce bateau addictif? Oui, bien sûr. On va faire un peu mieux que pendant la qualif. J'ai un peu souffert de boire du café, comment ça s'appelle, instantané. Et on va essayer de faire meilleur pour la Jacques Vabre. Eh bah, je suis plutôt thé, mais bon, un petit café de temps en temps. On amènera du chocolat, c'est permis. Bon, ça a été un plaisir en tout cas de vous accueillir dans ce 3e épisode de Un café pour la route. Merci beaucoup à toutes les deux, Jeanne et Julia. Et ben merci à toi. Merci. Le mois prochain, je serai en compagnie de 2 autres invités et j'aurai de nouveau le plaisir de partager avec eux Un café pour la route, le podcast proposé par Jacques Vabre à l'occasion de la Transat Jacques Vabre, réalisé par Mathieu Viguier et Louis Chabin et produit par Podio. Vous le retrouvez sur podio, pod2io.fr et évidemment sur toutes les plateformes d'écoute, Apple, Spotify, Deezer et les autres. Pensez à vous y abonner pour ne pas manquer le prochain épisode, à lui mettre 5 étoiles, à le commenter et surtout à le partager sur vos réseaux sociaux. À très vite.